Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Canelo ajoute une autre ceinture, Beterbiev fait craquer Kalajdzic, Butler et Bazinan réussissent leur rentrée américaine et le combat de l'année à venir samedi. Et c'est avec bonheur que je retrouve mon champion WBA Gold, Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on a suivi samedi soir le combat entre Canelo Alvarez et Daniel Jacobs. Et même si dans l'ensemble, soyons honnêtes, ça a quand même été un bon combat de boxe, combat très très tactique, j'avais un peu de difficulté à comprendre pourquoi je t'ai laissé un petit peu sur mon appétit après ce combat-là. Bon, j'ai dormi quelques jours là-dessus. J'ai peut-être pas encore trouvé une raison propre à moi, mais Gennady Golovkin, lui, a bien verbalisé en parlant de très bonnes séances de sparring que les deux boxeurs, tant Alvarez que Daniel Jacobs, auraient pu en donner nettement plus. Oui, exactement. Comme tu dis, ça n'a pas été un mauvais combat parce que techniquement, ça a été très bon. Il n'y a pas eu beaucoup d'activité par contre. Il y a eu beaucoup de feintes, il y a eu beaucoup d'observations. Il y a eu un peu moins d'action. On aurait aimé en voir plus et c'est surtout dans un combat d'unification comme ça, j'aurais aimé voir un peu plus de hargne, un peu plus d'envie, surtout du côté de Jacobs, qui a commencé très lentement, qui a laissé Canelo mettre des rondes en banque. Du côté de Canelo, il aurait pu en faire un peu plus, mais en même temps, au début du combat, il était capable de gagner les rondes relativement facilement, sans trop forcer, sans trop se fatiguer. Il a pu conserver ses énergies pour la fin du combat. Donc de son côté, c'est quand même logique qu'il gagne le combat. Il n'a pas à en faire plus à ce moment-là parce qu'il le gagne. C'est plutôt du côté de Jacobs, je pense qu'il aurait fallu être un peu plus agressif. Ça a d'ailleurs été le cas plus tard dans le combat. Il a commencé très lentement, mais il s'est un peu réveillé en deuxième partie de combat. Il a lancé un peu plus de combinaisons. Il est souvent passé gaucher où il a connu quand même du succès, notamment avec son direct du gauche, mais il n'y en a pas eu assez. Il n'y en a pas eu assez et ça laisse un goût amer dans la bouche parce que quand on connaît la technique des deux hommes, la qualité des deux boxeurs, on est en droit à s'attendre à un meilleur spectacle que ça, du moins un peu plus d'action. On avait pu voir les deux combats de Canelo contre Golovkin avaient été beaucoup plus endiablés. Et ça, c'était dû à Golovkin parce que Golovkin avance sans arrêt. Là, on avait deux gars qui aiment bien contrer. Souvent, quand on a deux contreurs, il y a beaucoup d'observations et il y en a pas un qui veut prendre l'initiative. Ça a été un peu le cas dans ce combat-là. Je trouve que Jacobs, il aurait dû montrer un peu plus de visage différent à Canelo. Au début, il a été très, très passif et il attendait. Il ne jabait pas énormément. J'ai trouvé qu'il aurait dû modifier un peu plus sa manière de boxer, de boxer de 2-3 manières différentes dans ce combat-là. Ça a été une manière dans les 6 premières rounds, un peu plus actif dans la deuxième partie, mais ça n'a pas été, c'est pas un combat qui passera à l'histoire. Tu parlais la semaine dernière les boxeurs mexicains qui ont été énormément influencés par Julio César Chavez père. On a vu le Canelo à l'œuvre avec ses coups au corps là, qui ont été vraiment très, très intéressants et puissants. D'ailleurs, 45% des coups en puissance qu'il a lancés pendant le combat, c'était des coups au corps. C'est un nombre qui est assez impressionnant là, si on regarde là, par rapport à ses autres combats. C'est vraiment attardé là, à ralentir Jacobs. D'ailleurs, ça faisait partie là, de la stratégie qu'on pouvait imaginer parce qu'on se disait Jacobs va se déplacer et Canelo a vraiment empêché d'utiliser cette facette-là dans sa boxe. Oui, et Canelo, on sait qu'il frappe fort, donc ça draine l'énergie de l'adversaire. Et comme tu l'as dit, Jacobs, on s'attendait à ce qu'il se déplace un peu plus. Je trouve qu'il ne s'est pas tant déplacé que ça. C'est probablement dû à ce travail au corps vraiment intense de la part de Canelo. Mais ça attire un peu moins l'œil, le travail au corps, que les coups au visage où la sueur gicle et tu vois la tête partir en arrière. C'est peut-être un peu moins spectaculaire. C'est aussi pour ça que le combat a paru un peu plus terne, si tu veux. Mais je trouve que Canelo, il a fait un combat sérieux, sans vraiment de passion, mais il a fait un combat sérieux. Il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner. Je reproche plus à Jacobs d'avoir été trop passif. Une des choses qu'on ne parle pas souvent, c'est la défense de Canelo. On a beaucoup mis l'accent sur l'attaque. Bon, ses coups au corps, son style qui a fait sa réputation depuis quelques combats. Mais j'ai devant moi là, les statistiques. Daniel Jacobs, c'est seulement 20% de ses coups qui ont touché la cible. Très peu. Sa moyenne pour ses 8 précédents combats, c'était 32%. Donc, il a vraiment réduit l'attaque de Jacobs au silence. C'est quand même assez impressionnant là, pour un... Quand ton adversaire touche 20% des coups, ça veut dire que tu as vraiment une excellente défense. C'est des chiffres qui rappellent les meilleurs boxeurs défensifs, Pernell Whitaker, peut-être
On ne va pas aller jusqu'à Floyd Mayweather qui était même en dessous des 20% pour les adversaires, mais c'est vraiment un palier. À 20%, ça veut dire que tu as très très bien défendu. Il y a 4 coups sur 5 qui passent dans le vide ou qui sont bloqués. Et j'ai été impressionné par ses mouvements de tête. Ce n'est pas des grands mouvements de tête, mais il y a eu un round, je pense que c'est le 4e ou le 5e, où il a évité 10 jabs de suite. Jacobs n'était pas capable de l'atteindre avec son jab. Et c'est là que j'ai trouvé que Jacobs s'est pas beaucoup adapté à ce qu'il voyait. Il a continué à envoyer le jab à la tête. Quand l'adversaire bouge la tête et qu'il te fait rater 5, 6, 7, 8 fois ton jab, descends un peu, vise la poitrine, vise le corps, qui bouge beaucoup moins que la tête, qui sont plus faciles à atteindre. Et ce qui est important quand tu lances ton jab, c'est déjà d'établir un contact avec l'adversaire, même si ça ne le frappe pas de plein fouet dans le visage, de le frapper sur l'épaule, dans la poitrine, d'établir un contact vraiment entre ton poing et l'adversaire. C'est très important, ça te permet de calculer ta distance. Et j'ai trouvé que là, Jacobs, il a continué à viser la tête avec ce jab, alors qu'il ratait quasiment à chaque fois. Il aurait dû s'adapter un petit peu mieux à ce qu'il voyait en face de lui. Son ratio de coups donnés par rapport aux coups reçus, c'est plus ou moins 20%. Là, ça dépasse largement la moyenne de Lomachenko et Crawford à leur dernier combat, qui sont là, en tête de liste pour les meilleurs ratios pour les boxeurs actifs en boxe professionnelle. Donc, ça démontre à quel point Canelo a été très bon samedi. Ouais. Là, les discussions ont commencé à émaner pour l'identité du meilleur boxeur livre pour livre. Les 2 références en la matière, The Ring et ESPN, n'ont pas encore publié leur classement qui date de la fin avril pour les 2 publications. Mike Coppinger de Fox News, notamment, lui, n'a pas hésité. Son choix, Canelo doit être considéré comme le meilleur boxeur livre pour livre de la planète et présentement par The Ring et ESPN, classé 3e derrière Vasily Lomachenko et Terence Crawford. Est-ce qu'avec sa prestation contre Daniel Jacobs, mais il ne faut pas aussi oublier les combats précédents contre Gennady Golovkin, où le premier qui avait été nul, on considérait, plusieurs observateurs disaient non, c'est Golovkin qui l'a emporté, et même la revanche qu'il a remporté par une très courte décision majoritaire. Il y en a même encore là qui disaient que Golovkin méritait la victoire. Est-ce que ces combats-là, on exclut Rocky Fielding de l'équation, s'il vous plaît, est-ce que c'est ton choix maintenant pour le meilleur boxeur livre pour livre de la planète? Non, ça reste Lomachenko pour moi le numéro 1. C'est vrai que Canelo offre des belles performances. C'était des combats serrés contre un autre membre du top 10 livre pour livre en Golovkin. Là, en Jacobs, c'était pas un membre du top 10, mais c'était un des très bons boxeurs de la catégorie, un des meilleurs poids moyens, un boxeur qui est très respecté. Mais c'est pas une performance qui est particulièrement étincelante, celle contre Jacobs. Il a fait ce qu'il avait il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner. Il n'y a pas de controverse dans le jugement dans la décision des juges. Mais je pense pas que ça le fasse passer numéro 1. Oui, c'est une belle victoire, mais il y a ces 2 combats contre Golovkin qui sont serrés. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir fait des combats serrés contre Golovkin parce que c'est un autre excellent boxeur, un des tout meilleurs au monde. Mais c'est pas une victoire décisive comme par exemple a pu emporter Errol Spence contre Mickey Garcia. Bon, on sait qu'il y avait la différence de poids, mais c'était à chaque fois, les 2 combats étaient très très serrés. Le premier résultat très controversé. Je ne pense pas que ça soit suffisant pour passer premier. Après, c'est compliqué de juger des gars qui sont dans des catégories différentes. C'est un exercice un peu bizarre, si tu veux, qui n'est pas très naturel. Mais je pense que Lomachenko démontre par sa manière de boxer, par son talent, par toutes ses habiletés, qu'il est vraiment le meilleur. Il est plus complet, à mon avis, que Canelo, que je mets, moi, 3e dans ma liste, derrière Lomachenko et Crawford. 3e. Vraiment pas loin de la 2e place, mais à mon avis, Lomachenko reste numéro 1. J'ai posé la question sur Twitter ainsi que sur le groupe Facebook Passion Boxe. Beaucoup de réponses à cette question-là. Et il y en a qui étaient d'accord avec Coppinger en disant oui, Canelo en a assez fait. D'autres, par contre, il y avait quand même un florilège de réponses assez intéressantes. Lomachenko est revenu, mais pas si souvent. Le nom d'Errol Spence, que notre collègue Jean-Paul Chartrand-Père évoquait il y a quelques semaines, faisait partie de la réponse. Et aussi Alexander Usyk, qui a été champion
de toutes les associations chez les poids lourds légers, qui a annoncé son passage chez les poids lourds, malheureusement qui sera retardé en raison d'une blessure. Déjà, la WBA ne le reconnaît plus champion de son organisation, mais c'est normal, a décidé de passer à la catégorie supérieure. Mais reste que c'est plus intéressant qu'à une certaine époque où on se disait, bon, c'est Floyd, il n'y a aucun doute. Floyd, même Pacquiao qui avait été terminé l'année sur un pied d'égalité. Là, j'ai l'impression que le chemin est ouvert. Par contre, Canelo, il ne faut pas oublier sa victoire contre Rocky Fielding, qui devient champion à 168 livres, alors que la ceinture de super champion de la WBA appartient déjà à un autre boxeur. Bon, c'est vraiment là, pour lui permettre, dans les livres d'histoire, d'être champion dans une troisième catégorie. C'est un petit cadeau. C'est pas significatif. Et comme je l'avais évoqué un peu plus tôt, ces victoires contre Golovkin ont tellement été serrées qu'on ne parle pas d'une domination à la Lomachenko qui a passé sur le corps littéralement de tous ses adversaires. Surtout, c'est la manière de remporter ses combats. Il est capable de le faire par décision, capable de pousser à l'abandon. Moi, c'est ce que je trouve plus impressionnant. Oui, il y a les arrêts de l'arbitre parce qu'il est trop dominant, mais aussi que l'adversaire est tout simplement à court de solutions. Et pauvre Terence Crawford a fait le ménage à 135, fait le ménage à 140 où il a été champion de toutes les ceintures. Et là, arrive à 147 et un peu beaucoup tout seul dans son camp parce que les autres boxeurs de la catégorie font partie de la grande famille PBC. Donc, à court moyen terme, on veut voir un combat contre Errol Spence. Malheureusement, ça ne pourra pas se matérialiser. On parle d'ailleurs d'un combat contre Sean Porter, possiblement d'unification au mois de juin, et ça serait sur Fox à la télévision régulière. Donc, c'eût été un bon événement à la télévision à la carte. Mais là, on veut entrer dans plus de 100 millions de foyers aux États-Unis en présentant ça à la télévision généraliste. Là, c'est le plan qui se dessine pour l'instant, ce qui est très intéressant. Mais bref, j'ai l'impression que Canelo, pas sûr encore qu'il puisse être considéré comme le meilleur livre pour livre, mais comme n'importe quoi, je suis ouvert à la discussion. Et ce qui est intéressant dans notre époque, là, je pense que chaque boxeur, il y en a 4 ou 5 là, qui ont très facilement des arguments en leur faveur. Oui, exactement. Et pour revenir à Canelo, je pense que ce qui pousse les gens à le considérer comme numéro 1, c'est sa liste d'adversaires. C'est que les adversaires, le niveau d'adversité, tu regardes ses 10-15 derniers combats, c'est vraiment une liste impressionnante d'adversaires et c'est peut-être plus élevé en termes de niveau d'adversité que Lomachenko ou que Crawford, même si ces derniers ont combattu tous les boxeurs qu'ils pouvaient affronter dans la mesure du possible. C'est sûr qu'on veut voir Crawford contre Spence, mais on connaît la politique qui est derrière tout ça. C'est des promoteurs qui s'entendent pas entre eux, des réseaux de télé qui se font concurrence. Mais je pense que chacun, que ce soit Lomachenko ou Crawford, ils ont affronté à peu près tous ceux qu'ils pouvaient affronter dans leur catégorie. Canelo aussi, sauf que Canelo, c'est des noms un peu plus clinquants que les deux autres. Je pense que c'est pour ça que certains considèrent Canelo comme le numéro 1 à cause de ses adversaires. Mais je pense que le rang numéro 1 de livre pour livre, ça doit être aussi au niveau des aptitudes, des qualités qu'on peut voir, de la manière de remporter ces combats. Et là-dedans, je pense que Lomachenko reste le numéro 1. Ça va être pour moi très dur de le déloger de ce poste de numéro 1. Il ne faut pas oublier Inoue, le japonais, qui risque fort de remporter la super série mondiale de boxe. C'est un autre outsider à qui il va falloir un jour un peu reconnaître le talent, là, même si c'est déjà commencé, fait déjà partie des 10 meilleurs livres pour livre, mais son nom devra assurément être évoqué là, pour la première position. Il se bat d'ailleurs dans 2 semaines. Là. Il va bientôt rentrer dans le top 5 à mon avis. Top 5, ça bouge quand même pas mal parce que tu l'as dit, il y a aussi Usyk qui est là, qui doit être considéré parmi les meilleurs. Il y en a d'autres, il y a Joshua, il y a vraiment beaucoup de boxeurs qui peuvent aspirer à ce top 5 livre pour livre. Donc ça va être intéressant de voir les performances de chacun. Et c'est tellement subjectif parce que ça s'appuie sur absolument aucun critère. On ne verra jamais de combat, par exemple, entre Inoue et Anthony Joshua, un autre qu'on sent qu'on veut pousser aussi dans ce top 10-là. C'est un événement qui avait commencé assez tôt, Canelo contre Jacobs, là, premier combat d'intérêt aux environs de 19h. John Ryder, c'était pas le combat de l'année contre Akawai, mais ça nous intéressait parce que cet adversaire est arrivé là en remplacement de David Lemieux. On nous avait dit que John Ryder était un bon boxeur qui cognait solidement, mais peut-être un peu trop influencé par des résultats dans le passé. On se disait, c'était une bonne occasion pour David Lemieux de devenir champion intérimaire de la WBA pour sa rentrée officielle à 168 livres. Et Ryder a prouvé que
c'était loin d'être un pied de céleri et que c'est un boxeur, malgré sa petite taille, qu'on devra prendre au sérieux. D'un autre côté, son adversaire, disons, était propice à se faire passer de knockout. Oui, il était un petit peu vers Akawi. C'est un jeune Australien qui n'avait pas eu beaucoup d'adversité jusqu'à maintenant. Mais Ryder, il a fait une belle performance. Et encore une fois, il lance des combinaisons. J'aime bien comment il est calme à l'intérieur. Il lance des combinaisons ponctuées par ce crochet droit qui est sa meilleure arme. Et il lance ce crochet en se reculant. Donc il lance sa combinaison et pendant qu'il lance le crochet, il recule. C'est le dernier coup de sa combinaison et c'est celui qui fait le plus mal. C'est celui qui a envoyé Akawi au sol la première fois et après le... On s'est jamais remis de ce coup-là. Et l'arbitre a arrêté le combat, a très bien fait parce qu'il était en train de tout encaisser, les uppercuts, les crochets. Mais à l'intérieur, j'ai bien aimé quand il est au corps à corps, il est calme et il réfléchit bien à quel coup il va envoyer, à quel moment il va l'envoyer. Une belle performance, c'était pas le meilleur adversaire disponible. Mais pourtant, il était assez bien classé. Je pense 4e aspirant. Oui, parce qu'il avait une fiche invaincue, mais c'était contre des adversaires qui étaient... ça ne se met pas en danger, donc monte au classement. Oui. Et du côté de Ryder, lui, il place très très bien ses pions parce qu'il a demandé un combat contre Callum Smith, qui serait très vendeur en Grande-Bretagne. Ce sont 2 Britanniques. Ça ferait vendre pas mal de billets. Et il se place aussi pour un adversaire potentiel de Canelo. Si Canelo veut retourner à 168 livres, je ne suis pas sûr que ça soit dans les plans, mais c'est quand même possible pour lui. Donc comme il est pas très grand pour la catégorie, il regarde Canelo, si tu veux revenir à 168, moi je suis là, je suis un bon adversaire. Regardez les champions, voilà. Et ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser que ça aurait pu être David Lemieux qui place ses pions de cette manière et qui se mettent en valeur de cette manière. Malheureusement, il y a eu la blessure. Donc j'espère que c'est que partie remise pour David Lemieux, mais on peut voir qu'une exposition comme ça sur une carte de Canelo peut t'ouvrir vraiment beaucoup de portes quand tu remportes une victoire spectaculaire comme celle de Ryder. On ne s'attendait pas nécessairement à grand-chose du combat entre Saddam Ali et Anthony Young, parce que Young n'avait pas nécessairement eu une adversité aussi grande que celle d'Ali depuis le début de sa carrière, et pourtant... C'est pour ça qu'il faut suivre ces combats-là. Ali, défaite assez surprenante au 3e round. Un arrêt de l'arbitre un peu rapide. C'est l'impression que j'avais eue en regardant le combat. Mais on voit que le World Killed est un peu désorienté. Oui, c'est très décevant de la part de Saddam Ali. Depuis sa victoire contre Miguel Cotto, qui avait surpris tout le monde, c'est pas terrible ses performances. Et là, c'est un adversaire qui était largement à sa portée. Il a été surpris dès le début du combat, un overhand de la droite qui l'a atteint, qui l'a un petit peu secoué, un petit peu sonné. Et Anthony Young l'a fait reculer. Dès le début du combat, il a avancé sur lui, il a fait reculer Ali. On voyait qu'Ali n'était pas à l'aise. Il est jamais vraiment entré dans son combat. Il y a eu un coup au corps qui lui a fait mal. Et après, l'arbitre, Robert Byrd, a arrêté le combat quand même très rapidement. Je trouve que pour un ancien champion du monde, tu devrais lui laisser, surtout que ce n'était pas un coup à la tête, c'était un coup au corps. Laisse-lui l'occasion de se reprendre, d'encaisser ce coup-là, de l'absorber et de revenir dans le combat parce qu'il n'est même pas allé au tapis. J'ai trouvé ça très très rapide comme arrêt. Je pense qu'il aurait dû lui laisser une chance supplémentaire. Ça a été un pacing d'événements un peu particulier parce que 2 combats qui se terminent avant la limite, il y a eu quand même passablement d'action et là on est arrivé avec... je ne dirais pas des somnifères, là, mais ça a été des longs fleuves tranquilles. Lamont Roach et Joseph Diaz. Avant de passer à la demi-finale, Virgil Ortiz, je rappelle, ça fait des années que tu m'avais parlé de ce boxeur-là à suivre. Affronter Mauricio Herrera, qui, on s'entend, ne deviendra pas un des meilleurs livre pour livre de la planète demain matin, mais ça reste un boxeur qui n'avait jamais été arrêté, un vétéran extrêmement honnête qui avait offert de très, très bonnes performances dans ses défaites dans le passé. Ouais. Et Ortiz a prouvé, là, les attentes sont élevées envers lui, et là, a répondu aux attentes en arrêtant Mauricio Herrera. Oui, les attentes sont élevées et elles sont justifiées parce que c'est un jeune boxeur qui est très impressionnant. Herrera, tu l'as dit, à 38 ans, c'est plus le même boxeur qui est passé bien proche de battre Danny Garcia, ça c'était en 2013 ou 2014. Il est rendu un peu, pas au bout du rouleau, mais ça n'a jamais été un cogneur. Après cette défaite-là, ses performances ont été peut-être un peu moins bonnes, mais ça reste un vétéran qui est très responsable défensivement. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il donne des rounds à Ortiz. Mais finalement, non. Ça a fini au 3e. Ortiz lui est passé sur le corps, l'a envoyé au tapis au 2e, l'a achevé au 3e. Une droite qui lui a fait un court-circuit. On a vu les 2 bras qui baissent,
le corps qui se penche et l'arbitre a intervenu tout de suite pour arrêter le combat à bon escient. Et ça a été une super performance de sa part. J'aime beaucoup. Il est très mature dans sa boxe, Ortiz. Il est patient quand il est à distance de frappe. Il feinte et il lance pas ses mains tout de suite. Il attend que l'adversaire déclenche avant de le contrer. Et quand il frappe, on voit le transfert de poids. Il tourne complètement le corps. C'est très très bien fait techniquement. Il est calme. Il est intelligent. Quand il a fait mal à Herrera la première fois, il n'a pas sauté dessus comme un fou à chercher à frapper à la tête. Il est redescendu au corps pour faire baisser les mains. Ça, c'est généralement, tu vois ça chez les vétérans. Quand tu vois un jeune boxeur qui ébranle l'adversaire, il va tout de suite, pas paniquer, mais être un peu fou et essayer de l'achever à la tête. Par la situation, là. Voilà. Et là, il était très calme. Il est redescendu au corps comme un vétéran pour faire baisser les mains, pour varier les coups, pour empêcher Herrera de savoir où les coups allaient arriver. C'est vraiment, il m'a impressionné, une performance impeccable. Au même moment, samedi, il y avait un gala qui était présenté à Stockton, en Californie, qui mettait en vedette Arthur Beterbiev, qui défendait sa ceinture des mi-lourds de l'IBF pour la deuxième fois. Bon, on ne s'attendait pas à ce que Radijovic, Kalajic battent Beterbiev, mais le Montréalais d'origine russe devait y aller d'une performance spectaculaire. C'est ce qu'il a réussi, c'est coller à son adversaire pour éviter que ce dernier se déploie à sa main arrière, puisse l'atteindre. Et ça a été vraiment un travail de destruction en règle. Et naturellement, là, c'est fini, là, le temps des folies. On veut un combat d'unification, idéalement contre Sergei Kovalev. Ça serait l'idéal. Et vraiment, Kalajic n'a pas pu... Dès les premiers coups, on a vu que ça lui faisait mal, ça l'a dérangé tout de suite, la puissance de Beterbiev. Beterbiev a réduit la distance très rapidement, sans se faire punir. Il n'a pas eu de problème à réduire la distance, et quand il était en combat rapproché, il a déclenché tout son arsenal, et on voit que chacun des coups faisait mal à l'Américain. Ça a été une performance impeccable. Il s'est quand même fait atteindre plusieurs fois, Beterbiev, mais ça l'a pas trop dérangé. Lui, il est prêt à prendre un coup pour t'en donner un parce qu'il est sûr que son coup va te faire beaucoup plus mal que l'inverse. Et il a une bonne mâchoire. Il est déjà allé au tapis, mais il se relève à chaque fois. Il a un style un peu kamikaze, mais qui fonctionne très très bien parce qu'il a une puissance, Beterbiev, qui est impressionnante. Et dans un combat contre Kovalev, Kovalev est peut-être utilise un peu plus sa grande portée. Mais je pense qu'il est capable de faire mal à Kovalev tôt dans le combat. Donc ça serait quelque chose que j'aimerais voir, d'autant plus que Beterbiev a déjà battu Kovalev 2 fois chez les amateurs. Il y a un peu de tension entre les deux. Là. Exactement, donc l'histoire se ferait toute seule si tu veux. C'est un combat qui est naturel pour moi chez les professionnels, cette revanche entre guillemets. Et je favoriserais Beterbiev dans un éventuel combat contre Kovalev. Mais en tout cas, c'est vraiment le temps là pour Beterbiev de passer aux choses sérieuses, parce qu'on peut voir que contre des adversaires comme Kalajic, qui est quand même un adversaire assez crédible, il est passé sur le corps de l'Américain sans problème. Et il est vraiment prêt là pour les meilleurs de la catégorie, pour les champions, qui sont tous des boxeurs de l'Est en plus. Donc il y a une histoire avec chacun. Bivol, Gvozdyk aussi. Ça serait intéressant contre n'importe lequel. Il faudra pas tarder parce que déjà, Beterbiev ne rajeunit pas. Même chose pour Kovalev. On n'a pas 2-3 années pour se reconstruire après une défaite. Par exemple, si Kovalev s'inclinait contre Yarde de manière assez surprenante, là, on n'a pas le temps là, de rebâtir avec 2 combats comme on avait fait, par exemple, après sa deuxième défaite contre André Ward, de dire on revient pour un titre vacant et on tranquillement et tout là. On a vraiment plus de temps à perdre. Je pense pas là, que le terreau pourrait être davantage fertile pour une rencontre au sommet entre Beterbiev et Kovalev. Sinon, sur ce gala-là, il y avait la vedette locale Flores. C'était particulier. Notre collègue et ami Mathieu Boulay était sur place à Stockton. Il y avait 10 000 personnes dans l'aréna pour voir Flores qui disputait son premier combat dans sa ville. Et à peu près la moitié des gens sont partis après le 6 rounds. Combat prévu pour 6 rounds qui s'est terminé avant. On avait vu ce qu'on voulait avoir sur les ondes d'RDS. Yvon Michel expliquait qu'il y avait un travail de promotion incroyable qui avait été fait par le boxeur. Avait donné tout ce qui était possible d'entrevue, fait des visites dans les écoles et tout. A rempli la place, a livré une performance à la hauteur et sa popularité ne va que s'augmenter avec cette victoire. C'est ça. Il a créé beaucoup d'attentes envers lui et il a répondu aux attentes avec ce crochet au menton. Superbe KO. D'ailleurs, il n'y avait pas nécessairement un nombre... si élevé ça de victoire par knockout depuis le début de sa carrière. Il a vraiment haussé son niveau pour se mettre à la hauteur de l'événement qu'il avait contribué à créer lui-même. Et écoute,
il avait déjà un nom dans sa ville, mais là, c'est devenu l'idole de Stockton après les deux frères Diaz dans l'UFC, un autre combattant qui vient de Stockton et qui livre des performances spectaculaires comme celle-là. Il faudra le suivre parce que s'il continue à faire des combats aussi bien maîtrisés, ça va être très intéressant. Et sinon, en demi-finale, Ergin Kayas, qui lui a défendu son titre pour la 7e fois, expliquait des petits problèmes personnels là, qui... disons, ça expliquait ces contre-performances que tu avais notées. C'est peut-être 2 derniers combats. Là, il est revenu en force et on peut qu'espérer peut-être une unification. C'est beaucoup d'activités chez les super mouches en ce moment. Il a réduit son équipe. Il trouvait qu'il y avait un peu trop de monde autour. Il a changé son lieu d'entraînement aussi. Il est un peu reparti à neuf, si tu veux. Et il a offert une performance comme on voyait au début quand il est devenu champion et quand il a fait ses premières défenses. Des performances vraiment sérieuses. Funai, c'est le challenger japonais qui est arrivé, qui n'avait vraiment pas les armes pour lutter. Il s'est fait atteindre très souvent par le direct du gauche, par le crochet du droit, surtout ce crochet droit. Il a insisté lourdement sur le crochet. Il a fait mal à Funai, qui est quand même un tough. Il a encaissé beaucoup de coups japonais. Surtout très mal pris l'arrêt de l'arbitre, parce qu'on sait les Japonais veulent absolument pas que ça se termine. Eux veulent aller jusqu'au bout. C'est l'esprit du Bushido. Mais l'arbitre a bien fait de l'arrêter parce qu'il était capable de prendre les coups sans tomber, mais il en a pris beaucoup trop pour. Et puis c'est pas forcément un coup qui t'envoie au sol qui va te poser des problèmes de santé dans le futur. C'est tous les petits coups que tu encaisses. Et petits coups entre guillemets, là, les coups un peu moins puissants, et là on a encaissé beaucoup dans ce combat-là, donc c'était le moment d'arrêter. Je pense même que son coin aurait pu arrêter le combat plus tôt, mais comme tu l'as dit, c'est des Japonais, et il y a l'esprit du Bushido, il faut y aller sans arrêt, il faut pas reculer, il faut pas abandonner, c'est une question d'honneur, ça se traduit comme ça dans le ring, mais quand un coin est comme ça, quand le boxeur est comme ça, il faut que l'arbitre lui prenne ses responsabilités et arrête le combat, c'est ce qu'il a fait. Sinon, j'avais pratiquement fini par l'oublier, mais jeudi, en marge du Cinco de Mayo, il y avait une carte à Las Vegas. Steven Butler et Eric Bazignan qui ont réussi leur début en sol américain. Peut-être commencer par Bazignan, qui a battu Alan Campa par décision unanime. Dans son cas, la seule chose qu'on peut peut-être lui reprocher, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec la comparaison, un peu comme Dimitri Bivol, est très, très dominant techniquement, mais manque le petit facteur wow, le petit oomph, peut-être par prudence, par inexpérience, parce qu'il aurait normalement été capable d'achever Alan Campa, de l'arrêter avant la limite. C'est pas ce qui s'est passé. A perdu un point pour Kuba, mais c'est quand même malgré tout assez anecdotique dans le combat. A dominé de bout en bout, a joué davantage de prudence quand la victoire était dans la poche. C'est vrai qu'il n'y a pas eu le chaos qui aurait été, comme c'était ses débuts aux États-Unis, ça aurait été très vendeur, une performance dominante et tu termines avec un point d'exclamation. Il n'y a pas eu ça, mais quand même, ça ne me dérange pas tant que ça. Quand tu es dans un combat où tu as maîtrisé le combat avec une performance aussi sérieuse, il a bien utilisé son jab, sa main droite est passée régulièrement, la victoire était dans la poche, tu peux vouloir impressionner, mais il faut aussi des fois que tu prennes pas trop de risques, de te dire ok, ça sert à rien de foncer sur l'adversaire et d'échanger coup pour coup et de risquer de me faire passer le KO, parce que si tu perds, s'il y a une surprise qui arrive et que tu perds par KO au 10e round, tes débuts aux États-Unis sont gâchés. Peut-être que Golden Boy va revoir ses plans en ce qui te concerne. C'est peut-être pas le moment de prendre des risques. Ça me dérange pas tant qu'un boxeur qui a le combat dans la poche ne prenne pas des risques inconsidérés pour gagner par KO. Après, c'est aussi une question de personnalité. Je peux comparer un peu avec le UFC qui s'est passé ce week-end. Donald Cerrone a gagné probablement les 4 premiers rounds, gagné probablement le 5e aussi. Et dans les 30 dernières secondes, il a foncé sur Al Iaquinta pour échanger coup pour coup alors qu'il gagnait clairement en décision. C'est parce que c'est sa personnalité, c'est sa manière de se battre. Il veut faire un spectacle. C'est pas tous les combattants qui sont comme ça. Bazignan, lui, est plus réfléchi. Et parce qu'il sait qu'éventuellement, beaucoup sur la ligne. Ouais. Et il ne veut pas risquer tout ça en prenant des risques inconsidérés. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce KO-là, mais ce n'est pas non plus indispensable de l'avoir parce que la performance était sérieuse et bien maîtrisée. Et sinon, Steven Butler, le cas le plus intéressant de la soirée parce qu'il a visité le plancher au 8e round après un coup au corps, sentir avec une victoire par décision
partagé. 2 pointages de 96-93 et un 95-94 en faveur de Vitaly Kopilenko, qui d'ailleurs, selon encore une fois notre ami Mathieu Boulay, qui était sur place, a annoncé sa retraite peu de temps après le combat. Dans le cas de Butler, on dit qu'il est jeune. Il a sûrement beaucoup appris de ce combat-là. C'est de l'expérience en banque maintenant. OK. Naturellement, on se fait aller sur le texto et les messengers pour contacter des gens qui en savent naturellement beaucoup plus sur nous. Et le constat, c'est que Butler a été beaucoup écrasé par la pression de ce combat-là. Première présence aux États-Unis. C'était pas la finale de l'événement, c'était la demi-finale. Les jeunes Golden Boy étaient sur place. Il y a la pression de performer. C'est ce que les intervenants de la boxe québécoise disent. Il a été écrasé sous la pression. Par contre, je comprends qu'il a juste 23 ans, mais ce combat d'apprentissage où il a fait des erreurs, il est survenu contre Brandon Cook. Ouais. Et normalement, Steven Butler ne devrait pas avoir de difficultés contre un adversaire de la trempe de Kopilenko, qui reste qu'on explique, mon ami Laurent Poulain de Boxing Town l'expliquait dans son podcast. Kopilenko a eu des problèmes avec son promoteur, donc on se moquait beaucoup d'un adversaire de 0,31. Par contre, facteur atténuant, quand tu es obligé d'organiser le combat que toi-même, à un moment donné, tu minimises les risques. Il faut comprendre. Il y avait des difficultés contractuelles dans son cas. Reste que d'autres gens m'ont dit, c'est peut-être la première fois que Butler affrontait un vrai 160 livres et non un 147 ou un 140 gonflé. Un peu comme moi, là, un petit peu gonflé avec l'âge. Donc, les coups, on a vu, en tout cas, sauf erreur, n'a pas réussi à véritablement ébranler Kopilenko comme ce dernier a réussi à le faire. Oui, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est que Butler était censé être le plus gros cogneur des deux, et finalement c'était Kopilenko qui, par sa performance, m'a surpris aussi parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il se batte à ce niveau-là, étant donné sa fiche, ses adversaires précédents. Il s'est beaucoup mieux battu que ce que sa fiche indique, que ce qu'on savait de lui. Mais du côté de Butler, j'ai trouvé ça un peu décevant parce que ça aurait même pas été un scandale si Kopilenko remportait ce combat-là par décision partagée aussi. Il aurait pu avoir un des juges qui allait de son côté. Butler est chanceux de s'en être sorti au 8e parce qu'il avait vraiment mal ce coup au corps. Il y a un premier coup au corps qui l'a fait plier. Kopilenko, pour une raison inconnue, savait pas quoi faire. Ouais. Il a arrêté de se battre, puis après il dit je peux t'envoyer au tapis si je te refrappe au corps. C'est ce qu'il a fait. Et après, Butler a passé le round à survivre en protégeant bien son flanc. C'est bien pour lui qu'il ait réussi à survivre et qu'il ait réussi à continuer à se battre après ça. C'est tout à son honneur. Mais on n'est pas passé loin du chaos dans ce cas-là, parce qu'un coup au corps, tu ne peux pas récupérer. En 2 rounds, à la fin du 10e round, il le sentait encore, ce coup qu'il a envoyé au tapis. C'est quelque chose qui va rester avec toi même plusieurs jours, au moins jusqu'à la fin de la soirée. Les coups au corps, ça s'en va pas comme ça. Et Kopilenko, ça a été un travail de longue haleine, parce qu'il a commencé dès le premier round à placer ce crochet au corps régulièrement au fur et à mesure. Et c'est au 8e round que ça a payé. Du côté de Butler, je l'ai trouvé trop passif. Il n'a pas lancé assez de coups, il n'a pas lancé assez de combinaisons. Peut-être qu'il y avait la pression, mais à un moment donné, parce que c'est ses débuts aux États-Unis, mais à un moment donné, la pression, il va falloir être capable de la prendre, d'offrir des performances à la hauteur de son talent, des attentes envers lui. C'est pas une performance qui va enchanter Golden Boy pour le premier combat aux États-Unis de Butler, et c'est pas non plus un adversaire qui était censé lui poser autant de problèmes, donc c'est pas très positif. Il a la victoire bien évidemment, mais c'est pas très positif dans le cas de Steven Butler. Néanmoins, on va essayer d'être positif. Tu l'as mentionné, a récupéré après ce coup-là au corps. C'est pas tous les boxeurs qui l'auraient fait. Et si on ne se met pas en danger d'une certaine manière, jamais on va être en mesure d'apprendre. Et d'un autre côté, c'est pas Steven Butler qui s'est mis la pression lui-même. Il y a un travail on nous l'avait présenté comme le Sidney Crosby de la boxe. Là. Heureusement, on a un peu retiré cette étiquette-là, sauf que ça vient avec une terrible pression. Et c'est un jeune homme qui est assurément talentueux, le prouvé. Là. C'est quelqu'un qui sait très bien boxer, qui a une bonne force de frappe. Espérons seulement qu'on va... Oui, je comprends qu'on veut choisir les adversaires, donner de l'adversité, mais qu'on soit en mesure de peut-être travailler sur d'autres choses. Parce qu'on a vu, il y a un crescendo qui a été fait, sauf que là, lui amener peut-être davantage des vrais 160 livres qui
je veux pas dire qu'on recommence au bas de l'échelle, qu'on lui offre des combats assurément faciles. De toute façon, Golden Boy ne l'a pas mis sous contrat pour ça. Mais faire attention de ne pas peut-être brûler une cartouche pour le mettre contre un Andrade immédiatement ou un combat de trop grande importance. J'ai l'impression là, qu'on a encore du temps là, devant nous. C'est la bonne nouvelle dans tout ça. Donc, peut-être d'aller revoir peut-être le plan de match. Oui, il faut monter étape par étape. Et de toute façon, peut-être que les marches soient un peu plus petites. Ouais, on ne va pas passer tout de suite de Kopilenko à un champion du monde comme Andrade. Il faut vraiment prendre notre temps avec Butler, mais en même temps, il est déjà avec Golden Boy. Il commence à boxer aux États-Unis, donc ça va augmenter au fur et à mesure le niveau. Ce que j'ai trouvé décevant dans ce combat-là, c'était qu'il était quand même assez facile à atteindre, même avec jab direct. Il y avait beaucoup de coups qui passaient à travers sa défense, donc c'est un point qu'il faudra travailler de son côté, d'essayer de resserrer un petit peu cette défense. Le temps file, Adrien. On va passer aux actualités. On commence par quoi? Jean-Pascal, on a annoncé officiellement qu'il va affronter Marcus Brown le 29 juin à Houston, en sous-carte, en demi-finale du prochain combat du jumeau Charlo, qui est détenteur du titre intérimaire WBC chez les poids moyens. Affronte Brandon Adams, je crois. Un combat... pas nécessairement une rencontre au sommet, là, mais bon, les jumeaux Charlo, quel qu'il soit, toujours intéressant à voir à l'œuvre. Et bon, on a déjà amplement parlé de tout ça. Et là, j'ai comme eu l'impression de faire un petit voyage dans le temps. Il a 36 ans, mais un jeune 36 ans. Il a de l'expérience, s'est battu au haut niveau. C'est son 11e combat de championnat du monde, même si les combats de championnat intérimaire, c'est pas toujours considéré comme des combats de championnat du monde. Peu importe, c'est pas ça l'argument, mais bon, on nous dit Marcus Brown ne s'est jamais battu à ce niveau-là. Lui est en ascension. J'avais l'impression de entendre exactement les mêmes arguments qu'avant le combat contre Dimitri Bivol. Et mon ami Régent Tremblay a écrit que c'est pas à nous de dire si c'est le combat de trop. S'il a envie de se battre, de faire quelques milliers de dollars avant de se retirer, c'est son droit le plus strict. Fair enough, je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, ce qui est le fun, c'est que c'est tout à fait mon droit de dire que ses chances de victoire sont de nul à le néant. Donc, c'est correct qu'il se batte, mais en même temps, on ne peut pas non plus jouer le jeu et dire « Ah, il a vraiment des chances de gagner. » Écoutez, Brown n'a pas tant d'expérience. Oui, Brown, je pense que Pascal, par rapport à Bivol, a plus de chances de gagner contre Brown qu'il n'en avait contre Bivol. Oui, je suis d'accord. Mais... multiplie 0 par n'importe quel chiffre. Bah, j'ai quand même fait des pas pires maths. Ouais, je n'étais pas terrible en maths. C'est ça. Ça donne pas beaucoup. Non, ça donne pas beaucoup. Ça donne encore 0. Mais c'est vrai que Marcus Brown a moins d'expérience que Bivol. Il est un peu moins talentueux, mais il frappe plus fort par contre. Et on a pu voir ce qu'il a fait à Badou Jack dans son dernier combat. L'énorme coupure. Bon, c'était un coup de tête si je ne me trompe pas. L'énorme coupure dans le front de Badou Jack. Il a martyrisé le Suédois, qui est un très très bon boxeur. Donc c'est pas un client facile, Marcus Brown, et il est très physique. Bon, faut dire que Pascal de son côté va pas se laisser bousculer, va pas se laisser faire. Mais il a peut-être plus la vitesse. C'est pas peut-être, il a plus la vitesse qu'il avait à l'époque, les réflexes, l'explosivité. C'est un adversaire dangereux, Marcus Brown, par sa puissance, par le fait qu'il est agressif, un peu foufou. Il lance des coups très larges et il s'est amélioré au fur et à mesure. On s'en souvient, il s'était battu contre Kalajic où il avait fait un combat moyen où il méritait à mon avis de perdre. Mais là, sa performance, la dernière contre Badou Jack, a été bien meilleure. Et écoute, je donne pas cher de la peau de Jean-Pascal. On peut critiquer ses choix parce qu'il sort de sa retraite, s'il revient. Ça, c'est lui qui décide. Peut-être qu'il a besoin d'argent, peut-être qu'il a besoin de remonter dans le ring pour ressentir cette adrénaline. Peut-être qu'il pense encore qu'il peut remporter ce genre de combat. Bon, c'est sa décision, bien évidemment. C'est sa santé qui est mise en jeu. Mais on peut se poser des questions sur les motivations et surtout sur ses chances de l'emporter. Je ne lui en donne pas beaucoup. Mais écoute, c'est Jean-Pascal, il a jamais reculé devant aucun défi et il continue à le faire. C'est tout à son honneur, mais pour combien de temps encore? Et je te garantis que je vais regarder le combat. Oui, moi aussi.
Sinon, Gennady Golovkin a enfin annoncé l'identité de son prochain entraîneur, Jonathan Banks, l'ancien poids lourd qu'on avait déjà vu sur les ondes de HBO. Un peu le dauphin d'Emmanuel Stewart, parce que c'est lui qui a pris la relève comme entraîneur de Vladimir Klitschko à la suite du décès du légendaire entraîneur. Banks a du temps aussi travaillé avec Cecilia Brækhus. C'est pas un entraîneur qui a énormément de boxeurs comme Freddie Roach ou Abel Sanchez notamment. Donc, va avoir du temps pour travailler avec Golovkin. On les a vus d'ailleurs ensemble pendant le au Cinco de Mayo. Ouais. Les deux ont été en entrevue. Ça peut pas nuire. Parmi le bassin d'entraîneurs disponibles, c'était probablement le choix le plus logique. Oui, c'est quand même un peu surprenant parce que c'est pas un entraîneur qui a eu, à part Klitschko, qui a eu des boxeurs qui ont eu énormément de succès. Mais parfois, c'est aussi une question de relations personnelles. Et on dit que c'est un bourreau de travail, Jonathan Banks, qui n'hésite pas à faire ses devoirs. Aussi, beaucoup de mitaines dans le ring, ce qu'un entraîneur comme Abel Sanchez faisait peut-être un peu moins. Oui, mais Abel Sanchez est très exigeant physiquement envers ses élèves. Il leur demande énormément de travailler pour pouvoir mettre la pression sur l'adversaire sans arrêt. C'est quelqu'un, Abel Sanchez, qui était très, très exigeant. Et Banks l'est aussi, mais Banks n'a pas la même approche. Il est un peu moins agressif, on va dire, que Sanchez, qui demande à ses boxeurs d'avancer, de couper le ring, de toujours mettre la pression. Banks, lui, quand il était boxeur, il aimait travailler un peu plus à distance avec son jab, un peu plus cérébral, on va dire, que Abel Sanchez. Et je pense que c'est une corde que Golovkin veut ajouter à son arc, de pouvoir être un peu plus tactique, de parfois arrêter d'avancer pour utiliser son jab, rester un peu plus à distance de boxe, on va dire, pour apprendre une nouvelle chose, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il est allé vers Banks, parce qu'il a ce style qui lui permettrait d'arrondir un petit peu son style, de se donner une nouvelle arme. Et Banks, c'est beaucoup plus jeune, évidemment, que Sanchez. On dit aussi que ça pourrait aider à que la relation soit plus simple pour Golovkin, moins une relation de type père-fils que deux frères qui décident d'aller à la guerre ensemble. Et on sait qu'il va être capable d'encaisser les coups de Golovkin parce que Banks, il est costaud. Beaucoup d'actions, encore une fois, à surveiller cette semaine dans le monde de la boxe. Ça commence vendredi 14h sur DAZN. Probablement que plusieurs se sont abonnés avec le combat de Golovkin-Jacobs. Donc, vous avez à tout le moins un mois gratuit. Leigh Wood qui affronte Ryan Doyle. C'est un combat de championnat des poids plumes. Wood défend sa ceinture du Commonwealth pour la première fois. Doyle, lui, revient d'une défaite contre Jordan Gill, qui va être également sur cette carte-là, présentée au Royaume-Uni. Donc, risque d'avoir passablement d'action dans les gradins et sur le ring. Sinon, ça se poursuit vendredi 22h30 sur Showtime. Ruben Villa contre Luis Alberto Lopez. Villa, c'est pas un vilain boxeur quand on regarde, parce que c'était le substitut d'un certain Shakur Stevenson sur l'équipe olympique américaine en vue des Jeux de Rio. A connu beaucoup de succès dans les rangs amateurs. Il a déjà battu Shakur Stevenson, a battu Devin Haney, qu'on connaît bien, Gary Antonio Russell, l'un des frères de Gary Russell fils. Et que dire au sujet de Luis Alberto Lopez? Il est classé 10e à la WBO, donc c'est l'occasion pour Villa de faire son entrée dans les classements mondiaux. Toujours vendredi soir sur UFC Fight Pass, Abraham Nova qui affronte Mario Ezequiel Saya Lozano. Nova, c'est champion super plume NABA. Il affronte un Argentin qui, lui, est un véritable globe-trotter. Là, je regardais les destinations États-Unis, République dominicaine, Mexique, Uruguay et Belgique. C'est d'ailleurs un habitué du Spirou Dome, qui est l'amphithéâtre au nom le plus... C'est où, ça? C'est en Belgique, à Bruxelles. Ah, bah oui, ça s'explique. La mecque de la bande dessinée. Exactement. Samedi, programme double, fort intéressant. Ça commence à compter de 20h sur Fox. Jared Hurd qui affronte Julian Williams. Hurd, champion unifié WBA, IBF des poids super mi-moyens, qu'on a déjà vu contre Jojo Dan dans un passé pas si lointain. Il est de retour après avoir battu Jason Wellborn. Je dois t'avouer que j'ai comme un peu beaucoup évacué ce combat-là de ma mémoire. C'était passé un peu sous le radar, moi aussi. Et il affronte un adversaire qui a subi une seule défaite en carrière contre Jermall Charlo. Donc, il n'y a absolument aucune honte là. Donc, Et Hurd, c'est un gars qui est énorme pour la catégorie. Il fait 6 pieds 1, il a 76 pouces de portée. C'est beaucoup plus gros que Williams, lui qui est à 5 pieds 10, 72 pouces de portée. Donc, il y a un net avantage physique. Et Hurd l'utilise très bien. On l'avait vu dans ses combats contre Austin Trout, contre Erislandy Lara. C'est un gars qui met beaucoup de pression, qui pèse sur l'adversaire dans les accrochages,
qui fatigue l'adversaire, qui l'épuise. Et il y a beaucoup de ces KO qui sont tard dans le combat parce que justement c'est un effet consécutif de cette fatigue, de cet épuisement de l'adversaire. Et à mon avis, il va faire encore la même chose face à un adversaire qui est moins imposant que lui. En demi-finale, ça va être l'occasion de voir à l'œuvre l'espoir invaincu chez les mi-moyens Mario Barrios qui affronte Juan José Velasco, qui lui revient d'une défaite contre Régis Progrès. Donc, pas de honte là non plus. Pas de honte là non plus, mais par exemple, c'est un peu comme revenir après une défaite contre Provodnika. On est peut-être un petit peu diminué physiquement. Et sinon, Matvei Korobov qui lui affronte Manuel Alim. Korobov, lui, a perdu contre Jermall Charlo, mais avait été appelé à la dernière minute et avait fait une performance très intéressante. Une très courte défaite par décision. Il aurait dû gagner, à mon avis. Et Alim, vous vous dites, ça me dit quelque chose, ce nom-là? Ben, vous n'êtes pas fou. Vous l'avez déjà vu à Québec en juillet 2016. Ce fameux gala, vu par des milliards de personnes en pleine vacances de la construction, pas au Colisée, au Centre Vidéotron, à Denis Stevenson qui affrontait Thomas Williams fils. Il avait perdu à ce moment-là contre Hugo Centeno fils. Oui, qu'il avait mis KO. Non, je disais, il avait gagné, mais dans le fond, a affronté Hugo Centeno fils après une victoire, là, sur une séquence d'une victoire. Et s'était fait passer le KO par Centeno, qui n'est pas un cogneur. Donc là, contre Korobov, qui frappe avec beaucoup plus d'autorité, qui est beaucoup plus technique aussi. Je pense que ça va être relativement facile pour Korobov. Et samedi, 22h sur RDS2 ou TSN5, alerte au combat possible de l'année entre Miguel Berchelt et Francisco Vargas. Berchelt était devenu champion des superplumes du WBC après avoir battu Francisco Vargas, que c'est donc extraordinaire. Le premier combat avait été excellent. Berchelt, il menait, mais très peu. 96-94 sur 2 cartes et 95-95. Il a gagné par knockout au 11e round. L'arbitre s'est interposé, mais selon les règles en vigueur en Californie, c'est un knockout. Donc, depuis 4 victoires pour Berchelt, 2 victoires pour Vargas, qui lui est inactif depuis avril 2018. Bon, les deux, c'était censé avoir lieu plus tôt, ce combat-là, le 23 mars, mais Berchelt s'est blessé à la main au mois de février. Est-ce que, j'imagine que tu attends ça avec énormément ça va être encore une guerre. C'est deux guerriers mexicains comme seul le Mexique est capable d'en faire. Et Vargas, déjà 2 combats de l'année à son actif. C'était 2015 et 2016, si je ne me trompe pas. Donc c'est un gars qui est vraiment très spectaculaire. Il est un petit peu usé, par contre, par ce genre de combat. Et je m'attends à un combat similaire. Parce que Vargas, il ne sait pas se battre autrement que ça. Et parce que Berchelt, lui, sait se battre autrement, mais ne veut pas se battre autrement. Donc je m'attends au même style de combat. Probablement au même résultat, pardon. Peut-être pas un KO, mais une victoire de Berchelt qui est un peu plus gros, un peu plus imposant, qui cogne à mon avis un petit peu plus dur et surtout qui a un meilleur jeu de pied. Donc qui est capable de se déplacer un petit peu mieux, de se donner des meilleurs angles d'attaque. Mais Vargas, il va être capable de prendre 2 coups pour en donner un. C'est un gars qui va jamais abandonner. Le seul petit problème pour lui, c'est qu'il commence à avoir beaucoup de cicatrices autour des yeux, notamment après son combat contre Orlando Salido, qui avait donné quelques coups de tête dignes d'un Zinedine Zidane, mais qui lui avait ouvert les 2 arcades, qu'il avait coupé un peu de partout. Et c'est une coupure qui se rouvre régulièrement dans le cas de Vargas, donc ça sera à surveiller, ces coupures autour des yeux. Et en demi-finale, une autre revanche. Emmanuel Navarrete qui affronte Isaac Dogboe. En décembre dernier, le Mexicain avait battu l'Anglais par décision unanime pour s'emparer de la ceinture des supercoques de la WBO. Et ce qui est intéressant, c'est que Navarrete s'était blessé à la main droite en début de combat et malgré tout avait continué, avait été capable d'arracher une victoire. Donc ce sera évidemment fort intéressant à suivre également. Oui, là encore c'est une revanche et là encore je m'attends à un résultat similaire. Dogboe, c'est un boxeur qui a beaucoup de puissance, mais qui est très petit pour la catégorie. Il mesure 5 pieds 2. C'est 5 pouces de moins que Navarrete. Il a une portée de 8 pouces inférieure à celle de Navarrete. Ça va être compliqué pour lui de compenser ce désavantage. Ce qui va peut-être jouer en sa faveur, c'est que Navarrete n'utilise pas sa portée pour rester à distance. Mais par contre, il utilise sa portée, comme Dogboe est in and out très souvent. Quand il ressort, Navarrete a les bras assez grands pour quand même l'atteindre alors qu'il est en train de ressortir. Et c'est comme ça qu'il le punit. Navarrete lance beaucoup de combinaisons.
Il lance beaucoup de coups et en combinaison. Et ça dérange beaucoup Doug Bowie qui, lui, veut avoir les pieds bien plantés pour envoyer ses bombes. Je pense qu'il va avoir du mal à compenser l'activité de Navarrete. Il aura besoin, selon moi, d'un KO. D'un KO, probablement sur un seul coup, ou alors un coup qui va vraiment mettre Navarrete dans le trouble et l'achever. Mais c'est, à mon avis, si ça va en décision, ça va être Navarrete qui va l'emporter encore une fois. Je rappelle, en direct dès 22h samedi sur les ondes de RDS2. Je vais également suivre le retour dans l'arène d'Adam Braidwood, premier combat depuis sa défaite contre Simon King. Il affronte un Brésilien de 38 ans qui s'est déjà battu dans le passé contre Price, White et Kuzmin, des défaites avant la limite. Pas mal n'importe quel poids lourd s'est fait arrêter se serait fait arrêter par ce trio-là. Mais reste qu'on sait, Braidwood, retour possible. Hein, s'il l'emporte samedi, en sous-carte de combat revanche entre Simon King et Dylan Carmen en juin à Shawinigan. Donc, pas le choix de l'emporter s'il va être de retour sur cette carte. C'est ce qui fait le tour de l'actualité cette semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter notre page Facebook, le compte de 8, ou encore nos comptes Twitter @fpaquin ou encore @AdrienMeur. Je vous rappelle que c'est possible de nous écouter chaque semaine sur Spreaker, iTunes, Google Play Music, Spotify, YouTube et tutti quanti. Donc, au nom d'Adrien Meur et du sorcier de la mise en onde, Guillaume Côté, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao.